Allez, merci beaucoup à tous d'être là. Donc, je vais vous présenter très rapidement Joël Allo, Staffman. Staffman, on est la première plateforme de staffing pour les entreprises du secteur numérique. Notre objectif, c'est de trouver un ingénieur pour lundi. Pour ça, on fait collaborer les entreprises entre elles. Et dans toutes ces entreprises, on a eu la chance d'en rencontrer une, qui s'appelle Outil Consult, sur lesquelles on a trouvé vraiment une valeur extrêmement intéressante, dans tous les sens du terme d'une valeur, et déjà d'une façon très intéressée pour trouver des compétences et pour trouver des solutions, et ensuite globalement une société avec de très belles valeurs. Donc ce que je vous propose, c'est déjà on va commencer par un petit tour de table, que les gens qui vont intervenir se présentent, et ensuite je vais, je pense être un peu comme vous, plein de questions. Donc je vais poser des questions et ensuite je vous ferai le relais de vos questions si vous en avez. Allez-y pour un tour de table, présentez-vous. Ok. Honneur aux dames. Alors. Bonjour, je m'appelle Gabrielle Binet, je suis autiste Asperger, diagnostiquée depuis 2 ans et je travaille depuis novembre comme business developer pour Outil Consult. Voilà. Bonjour, moi c'est Sébastien Trami, autiste Asperger diagnostiqué depuis un peu plus de 2 ans et je suis consultant chez Outil Consult. Merci, moi je suis William Clinch, je suis le président d'Outil Consult. Je ne suis pas autiste, enfin je crois, mais ça peut peut-être être le cas. Un jour peut-être on m'annoncera que je suis autiste, mais pour l'heure ça n'est pas le cas. J'ai rejoint Outil Consult début 2016 à l'invitation des actionnaires d'Outil Consult pour développer l'activité ici en France. Puisque Outil Consult est un groupe européen, c'est une initiative européenne. Et donc, voilà, j'ai rejoint le groupe il y a bientôt 2 ans. Et je m'appelle Bertrand Montubert, je suis universitaire, je suis ancien président de cette université et je suis le porteur d'un projet national qui s'appelle Construire une université aspifriendly qui vise à développer l'insertion, l'intégration universitaire et l'insertion professionnelle des personnes avec autisme et qui représente bien d'établissements en France et qui travaille avec des entreprises et en particulier Outil Consult, avec lesquelles, comme je le disais bien tout à l'heure, nous travaillons extrêmement bien. Alors, déjà pour commencer, co-organisateur de l'événement, j'ai présenté rapidement Staffman. Peut-être une rapide présentation de l'Outil Consult pour qu'on sache un peu plus ce que vous proposez, qui vous êtes. Bien sûr, avec plaisir. Alors, nous sommes une entreprise du service du numérique, une ESN. La particularité, comme vous l'avez compris, c'est d'avoir dans nos équipes une majorité de consultants qui sont dans le club du spectre autistique. Nous sommes un peu plus de 160 en Europe aujourd'hui, avec 110 consultants qui ont un TSA, un trouble du spectre autistique. Alors pour que vous cerniez un peu la démarche et le positionnement de l'entreprise, nous sommes une SAS, donc notre but est d'être rentable et de produire et de fournir des services de haute qualité à nos clients. Néanmoins, nos actionnaires sont en majorité des fonds sociaux, des family societies et des investisseurs privés. Alors l'un d'entre eux est toulousain, j'aimerais quand même le signaler parce qu'il est dans la salle, j'aimerais le saluer, il s'agit de Manfred Moll, si Manfred tu pouvais te lever un instant. Voilà, donc il nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui, de nous soutenir dans cette présentation. Alors on fournit des services, de quels services s'agit-il ? Il s'agit de conseils dans des domaines du développement de logiciels, de data science, de data analyse, de cybersécurité, de tests, d'application avant la mise en production des logiciels, mais également de conformité et d'analyse de risque. Donc, principalement les domaines dans lesquels nous intervenons. Et nous avons un certain nombre de clients, comme Airbus, Air France, SNCF, EDF, Safran, Decathlon, j'en oublie certainement.
Voilà, donc nous, ce qu'on propose à nos clients, c'est pas du tout du handicap. Le mot est rarement prononcé, même s'il existe et qu'on ne le nie pas. Mais nous proposons plutôt à nos clients d'apporter un regard et une approche différente et de proposer un très haut niveau d'efficacité et de productivité dans les services que nous leur rendons. Et je pense que dans les minutes qui vont suivre, vous allez comprendre comment on s'organise pour essayer d'atteindre cet objectif. Merci. Alors, première question que personnellement je me pose. Dans la vie d'une personne autiste, déjà ça commence par la formation, par l'éducation. Est-ce qu'il y a une spécificité en termes de traitement, d'orientation? Oui, alors effectivement, c'est une question que je verrai sur deux aspects. On peut dire, est-ce qu'il y a par exemple des disciplines dans lesquelles les personnes avec autisme réussiraient mieux que d'autres, et puis aussi, à l'intérieur de l'ensemble des disciplines, est-ce qu'il y a des adaptations pédagogiques toutes particulières? Alors d'abord, en termes de discipline, ce qui apparaît couramment, mais il faut être très très vigilant, parce que quand on parle d'autisme, on parle d'un spectre de l'autisme, et on parle de beaucoup de gens qui sont très différents les uns des autres en réalité. Donc il n'y a pas de normes là-dessus, mais c'est vrai que souvent, les personnes avec autisme réussissent bien dans les domaines notamment de maths et d'informatique. Et après tout, quand on sait que l'informatique a été notamment développée de l'origine, on a Alan Turing qui lui-même était autiste, c'est pas complètement un hasard, on connaît le nombre d'autistes qui auraient l'informatique s'il n'y avait pas eu des autistes, c'est pas complètement sûr. Et bien, de fait, ils y réussissent en tout cas souvent très bien, et il y a des études aux États-Unis en tout cas qui montrent qu'on ne les trouve pas nécessairement plus nombreux dans les filières, on va dire de sciences dures, mais ils y réussissent plus souvent. Donc derrière, il y a aussi des sujets d'orientation qui sont compliqués, y compris au niveau du collège, du secondaire, du lycée, qui ne les amènent pas nécessairement dans ces filières. Et puis le deuxième aspect, c'est que les caractéristiques de l'autisme qui seront évoquées, je pense, par Gabriel tout à l'heure, implique, non, ce n'est pas le cas en ceci, je crois, c'est bien ça, implique aussi que dans l'approche pédagogique qu'on a vis-à-vis d'un étudiant autiste, eh bien, il peut y avoir certaines choses qui ne fonctionnent pas, comme avec les autres étudiants, et donc il faut le prendre en compte. Et c'est un des aspects dans le domaine aspect friendly, je ne vais pas le détailler, ça serait un petit peu long, j'y reviendrai sans doute plus tard, mais il est évident, pour prendre un élément assez simple qui est vraiment à la base de l'autisme, quand on a des intérêts spécifiques limités, on est passionné par exemple par un domaine et qu'on se désintéresse des autres parce qu'au fond on met toute son énergie sur un domaine qui peut être par exemple, je prends pas l'exemple complètement au hasard, la météo. Voilà. On est passionné de météo, on va passer en fait tout ce qu'on peut comme temps à aller comprendre comment ça fonctionne, etc. Évidemment, on peut être en décalage sur d'autres choses. Si on ne prend pas ça en compte au niveau de la scolarité, au niveau de la formation universitaire, eh bien, on se retrouve à voir ce qu'ils ne savent pas faire et pas forcément ce qu'ils savent faire. Et un élément, et ça c'est un message pour moi qui est essentiel, de la même manière que William, moi j'aime pas le mot handicap, parce que le mot handicap, il laisse entendre, au fond, il y a des gens qui ne savent pas faire certaines choses par rapport à ce que serait une normalité. Quand on fait ça, on ne parle pas de ce qu'ils savent faire et que peut-être beaucoup d'autres gens ne savent pas faire. Et notre premier point de vue, c'est de partir des forces avant de partir des faiblesses. Même si, évidemment, il faut tenir compte des faiblesses éventuelles pour essayer de les compenser. Mais avant tout, les forces. Merci. Alors, peut-être en suivant, moi, en tant que manager dans une ESN, j'ai recruté beaucoup de monde, j'ai fait beaucoup d'entretiens. Est-ce qu'il y a des particularités dans le recrutement, dans arriver à détecter un bon élément pour les personnes qui sont atteintes d'autisme? Alors, on a dans nos équipes des ingénieurs extrêmement brillants, très diplômés. On a un spécimen ici deux spécimens sur l'estrade, Sébastien et Gabriel, chacun dans des domaines différents. Et puis on a aussi dans nos équipes des professionnels, des collègues qui nous ont rejoints, qui n'ont ni diplôme, ni formation, ni même expérience. Voilà. Néanmoins, alors ils sont souvent issus de filières un petit peu atypiques dans le domaine du numérique. On a par exemple un collègue qui a un doctorat en littérature médiévale. Bon.
Alors qu'est-ce qu'on peut faire de quelqu'un qui a un doctorat de littérature médiévale en informatique? Figurez-vous qu'on l'a trouvé. On l'a trouvé parce qu'on a une approche. Si on veut avoir une approche atypique dans le monde de l'entreprise, il faut avoir une approche atypique dans le recrutement. Si on recrute de manière ordinaire, le mot n'étant pas péjoratif, évidemment, on va être confronté très vite à des situations où on ne va pas voir les choses que l'on doit voir, on ne va pas détecter des talents qui passent au travers des filtres ordinaires. Donc nous, on a mis en place un recrutement tout à fait particulier, qui est le fruit de pratiquement 7 ans maintenant d'erreurs, de succès, de recherche, et on a développé un certain nombre d'outils. Des outils qui ont été conçus en partenariat avec la Freie Universität de Berlin, avec des chercheurs en neurosciences, pour rechercher des talents typiquement, ou des forces typiquement autistiques, qui viendraient renforcer les compétences naturelles de chacun de nos candidats. La formation est bienvenue. On est infiniment plus efficace quand on est diplômé, quand on a un doctorat de modélisation de données, comme c'est le cas de Sébastien par exemple, pour traiter des problèmes de data chez Airbus, que quand on a une maîtrise ou un doctorat de littérature médiévale. Néanmoins, on adapte les missions et on trouve des sujets dans le domaine numérique qui vont correspondre à ces forces et à ces talents autistiques. Et c'est de cette manière qu'on s'en sort. Parce qu'évidemment, avec une approche traditionnelle, on passe à côté de beaucoup de talents. Et voilà, et ce sont des talents qui sont évidemment gâchés. Moi, je voudrais peut-être juste rajouter que ce qui caractérise une personne autiste en entretien d'embauche, c'est qu'elle ne comprendra pas l'implicite, elle ne comprendra pas le second degré, elle ne comprendra pas le sous-entendu. Donc si vous jugez une personne autiste sur sa capacité à lire entre les lignes, à se mettre à la place du recruteur et à comprendre ce qui est comme ça dans la loi en l'air, vous arriverez à la conclusion que la personne en face de vous est bête, ou alors qu'elle se moque de vous. En tout cas, vous ne comprendrez pas. Donc c'est un des principaux traits de l'autisme, c'est celui-là, c'est la difficulté à comprendre l'implicite, à comprendre le second degré. Et pour ça, il faut recruter différemment pour tenir compte de cette particularité-là. Moi, de toute ma vie, j'ai jamais réussi à m'entretien d'embauche, j'ai toujours réussi à être embauchée suite à un stage ou une alternance après avoir fait mes preuves sur le terrain, mais à chaque entretien d'embauche, c'était la catastrophe. Sauf chez nous. Ça a marché du premier coup. Alors justement, une question qui me vient là. Est-ce que ça veut dire que des postes type fonctionnel, type AMOA, où on doit comprendre les besoins d'un client, la gestion de projet, ce sont des postes pas forcément ouverts à ce type de profil? Alors si, parce que c'était mon poste avant. J'étais chef de projet sur l'écologie et le développement durable. Aujourd'hui, je suis plus dans un rôle commercial, donc il faut quand même comprendre les besoins du client, c'est nécessaire. On sent, enfin, ce qui est bien avec une personne autiste, c'est qu'on est très droit au but, on est explicite, donc on a un souci permanent d'essayer de clarifier la communication chez l'autre. Dès qu'on détecte une brèche dans le discours ou quelque chose que l'on ne comprend pas, ou au-delà de laquelle il pourrait y avoir plusieurs hypothèses, on demande à l'autre de clarifier son discours et ça permet de comprendre très bien et très précisément le besoin du client et au final d'arriver à un résultat de qualité. C'est notre manière de contourner le fait qu'on ne comprenne pas, ma manière en tout cas, de contourner le fait que je ne comprenne pas forcément très bien sous-entendu ou l'implicite. Mais donc non, ça n'empêche pas un autiste ou une autiste nécessairement d'être au contact de collaborateurs. D'accord. Alors l'événement aujourd'hui, on a décidé de l'appeler Neurodiversité, booster de compétitivité dans le numérique. Alors déjà, c'est vrai que neurodiversité, ça veut dire quoi? Alors, une petite slide, mais c'est pas grave. Allez, sans slide. Alors, sans slide. Donc, la neurodiversité, pour être très précise, c'est un terme qui est avant tout polysémique. Donc, c'est d'abord un fait biologique. Ça désigne
désigne l'ensemble des conditions neurologiques qui vont sortir de la majorité des fonctionnements cognitifs qu'on observe sur le terrain. Donc dans ce mot-là, on regroupe les personnes autistes, les personnes dyslexiques, dyspraxiques, dyscalculiques, les personnes TDAH, donc troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, et les personnes dites au potentiel intellectuel, ou entre guillemets, surdouées. Alors, la neurodiversité, et là on n'est pas forcément obligé d'être d'accord sur cela, c'est également un paradigme. Avant les années 90, on considérait qu'une personne autiste, une personne dyslexique, une personne hyperactive était nécessairement un être souffrant, un être malade, qu'il était nécessaire et bon de guérir. C'était bon pour la société de guérir. C'est des personnes différentes. À partir des années 90, les personnes autistes ont pris la parole et ont inventé ce mot de neurodiversité. Donc je pense au journaliste Harvey Bloom en Amérique et à la chercheuse Judy Singer qui est australienne. Et ont poussé l'idée qu'il n'y avait pas de bonnes conditions neurologiques. En tout cas, il n'y en a pas une supérieure à l'autre, comme il n'y a pas de bonne couleur de peau. C'est la même chose pour la neurodiversité. Même un fonctionnement neuroatypique peut apporter de la richesse sociale, de la richesse environnementale, de la richesse économique à une société. Et le dernier point, c'est que la neurodiversité, c'est également un mouvement social, c'est des personnes neuroatypiques qui essayent de communiquer, de sensibiliser les autres pour augmenter leur niveau de droit. Alors ça peut paraître un petit peu fort comme formulation, néanmoins en France vous avez un chiffre clé, c'est qu'il y a seulement 20% des autistes qui vont à l'école en France, alors qu'en Scandinavie ou au Canada ou aux États-Unis on est plus sur du 80-100%. Donc cette nécessité-là de parler des droits, de l'accès aux droits des personnes neuroatypiques, elle est quand même justifiée. Alors, moi j'ai beaucoup de personnes dans ma vie, je ne suis pas neurotypique, mais beaucoup de gens différents, un panel de 100-300 personnes. Qu'est-ce qu'il y a comme spécificité quand on est manager de consultants neuroatypiques? Ça reste pensif parce que je suis dans une situation où à la fois nos forces de production sont des personnes avec autisme, et puis j'ai la chance d'avoir à mes côtés pour développer l'activité Gabriel qui est aussi dans le spectre. Alors, je crois que d'abord c'est un défi personnel. Je vais vous dire pourquoi. C'est vrai que c'est difficile, c'est que ça remet en cause. Ça remet en cause parce qu'il faut devenir plus précis. Voilà. Moi, je me suis aperçu que mes demandes n'étaient pas assez précises. Et j'ai compris aussi pourquoi, par le passé, j'ai pu être aussi inefficace dans mon rôle, parce que je manquais de précision. Donc, mes collègues, ceux qui m'entourent et avec qui j'interagis, m'aident à être plus précis. Donc, soit on l'accepte, soit on le rejette, en tant que manager. Moi, je n'étais pas dans une situation où je pouvais le rejeter, sinon il fallait que je change de job. Donc je l'ai accepté, mais je l'ai accepté de manière consentie et de manière ravie, parce que je constate que pour réussir, c'est relativement simple. Il faut dire ce que l'on fait, il faut faire ce que l'on dit, il faut fixer des objectifs clairs. Il faut aussi bien cerner le potentiel des personnes que l'on a en face de soi, parce que les collègues qui sont avec autisme ne vont pas réagir de la même manière lorsqu'ils rentrent dans une zone de difficulté ou d'incompétence, ou de sentiment d'incompétence. Voilà. L'anxiété va souvent beaucoup plus vite les envahir, et voire même les paralyser. Et moi j'ai coutume de me dire à moi-même que quand quelqu'un échoue dans mon équipe, c'est aussi mon échec personnel. Parce que je n'ai pas su détecter les limites de cette personne, je n'ai pas su trouver les mots, je n'ai pas su fixer les objectifs et donner les moyens nécessaires pour réussir. Donc c'est une vraie remise en cause, et en même temps, c'était à ma portée. Voilà. Et j'ai encore du chemin à faire, je ne suis pas en train de dire que j'ai atteint un niveau exceptionnel, j'apprends pratiquement tous les jours sur le sujet, mais nous avons fait, l'équipe OtiConsult, qui est composée d'un certain nombre de professionnels,
pas seul, beaucoup progressé dans notre capacité à interagir et à être dans cette neurodiversité-là, c'est-à-dire d'apporter ce que nous, en tant que neurotypiques, nous pouvons apporter de mieux, et de laisser nos collègues nous apporter à nous ce qu'ils ont de mieux. Et c'est cette combinaison-là qui est une combinaison gagnante. Et on a plein d'exemples à travers les collègues qui mènent des missions chez nos clients, de succès qui passent par ce principe de la neurodiversité. On va les détailler si vous voulez. On a eu la vision du manager, les managers. C'est intéressant d'avoir un retour. Qu'est-ce que vous êtes, quelles sont vos attentes? Alors déjà, moi, je voulais revenir sur un aspect effectivement assez important sur les méthodes de travail, qui est le point sur la clarté. Et notamment, je voulais par exemple, vous donner un exemple qu'on a très régulièrement, que j'ai lu de très nombreuses fois. C'est Sébastien va regarder, va étudier ce problème. Ce verbe regarder, étudier, finalement, qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce qu'il veut dire qu'il faut simplement qu'on survole le problème, qu'on arrive à le comprendre? Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on l'étudie en profondeur, jusqu'à même éventuellement proposer une ou plusieurs solutions? Est-ce qu'on nous demande de produire un rapport? Est-ce qu'on nous demande d'écrire un algorithme? Ou simplement de le regarder? Enfin, voilà. Et ça met dans un inconfort qui est terrible. Alors que finalement, si on pose la question, étudie ce problème, donne-moi un rapport, je veux recevoir ça, au bout de combien de temps penses-tu être capable de le faire? Là, c'est tout de suite beaucoup plus clair, beaucoup plus précis et moins angoissant finalement. Et oui, donc c'est le principal point sur les méthodes de travail, mais sinon après, en termes de management, moi je voyais peut-être deux autres choses aussi. D'une part, c'est l'intégration, qui est souvent assez mal accompagnée, je trouve, dans les entreprises, en tout cas moi de mon expérience. Alors que l'intégration, donc les premières semaines, on va dire, dans une nouvelle équipe, conditionne finalement beaucoup de choses sur la suite. Ça joue énormément sur la façon dont on va réussir à travailler avec nos collègues, etc. Et bien souvent, ce que j'ai rencontré, c'est une certaine attente en fait, de l'entreprise à ce que la personne qui est recrutée trouve presque d'elle-même sa place, arrive à se positionner par rapport à ses collègues que la personne va découvrir, etc. Et ça, finalement, pour une personne comme moi, c'est un cadre absolument impossible. C'est-à-dire que je suis... Voilà. En fait, on observe un fonctionnement, mais on n'arrive pas à s'insérer dedans parce qu'on n'arrive pas à se définir une place. On s'attend finalement à ce que cette place elle, nous soit définie, puisque ce n'est pas nous le manager, ce n'est pas nous le boss finalement. On s'attend à être davantage piloté même dans notre relation en fait, avec nos collègues, dans la façon de communiquer, d'interagir en fait, au sein de l'équipe. Donc une fois que ça s'est raté, l'intégration, généralement, ça se passe assez mal sur la suite. Et le troisième point sur le management sur lequel je voulais intervenir, c'est un point sur l'environnement de travail, où là aussi on a des choses extrêmement normées en situation de travail. Mais voilà, tous les salariés ont le même poste de travail, ont le même environnement, etc. Il n'y a pas d'adaptation. Et alors que finalement, chaque personne ayant ses propres caractéristiques, son individualité, et c'est encore plus vrai pour nous au vu de nos caractéristiques particulières, on peut avoir des besoins spécifiques en termes d'environnement pour mieux performer. Je pense notamment, parce qu'il y a beaucoup de cas dans l'autisme, à tout ce qui est hypersensibilité au bruit, par exemple, qui rend le travail en open space assez difficile, voire même impossible.
Mais en environnement, ça peut être également l'ambiance au niveau de l'équipe. Par exemple, bon, moi j'appelle ça un petit peu le syndrome de Game of Thrones en fait. Hein. Alors bon, j'ai rien contre la série, mais je pense que c'est pas du tout un modèle de management réussi. C'est-à-dire que c'est quand il y a par exemple des réorganisations ou alors des discussions à la machine à café autour de il faut critiquer le chef, enfin il faut, c'est disons, voilà, c'est critiquer le management. Alors tout ça c'est absolument obscur, impossible de rentrer dedans, cette espèce d'ambiance de cours en fait, hein, qui finalement, non seulement c'est impossible de rentrer dedans, mais en plus ça met dans un état de stress, d'anxiété, qui rend ensuite impossible le fait de réussir à travailler dans un tel cadre. Très intéressant. Et alors, ta cours d'école a fait rebondir. Le parallèle dans l'enseignement, justement, est-ce que pareil, l'enseignant un peu manager, ça aussi? Oui, alors, effectivement, il y a beaucoup de parallèles à trouver. Et du coup, je vais prendre un peu d'ailleurs la même structure. Alors, ce qu'a dit William, qui me semblait très intéressant, c'est aussi comment ça l'a aidé à progresser. Quand on est prof, on fait plein de choses, on écrit des choses, et puis à un moment donné, on évalue. Puis effectivement, c'est comme ce qu'évoquait Sébastien, c'est très intéressant par rapport à l'histoire du rapport. Vous regardez le problème. Combien de fois, quand on est enseignant, on pose des questions? Alors, le plus terrible, c'est dans un examen, c'est les collègues, ça nous est tous arrivé de faire un examen, puis quand on corrige les copies, on se dit, c'est pas possible, ils n'ont pas compris ce que je leur demandais. Alors, soit on se dit, ils sont tous bêtes, soit on se dit, j'ai pas bien demandé ce qu'il fallait. Voilà. Bon. Et en réalité, c'est vrai que très souvent, il y a énormément d'implicites dans la manière dont les choses se passent. Moi, j'ai coutume de dire, penchez-vous sur un manuel de collège et regardez un exercice de maths de collège. Alors, il y en a la moitié qui vont dire, oh là là, moi, depuis Pythagore, j'ai rien compris, Thalès, prenez même 6e, avec des trucs sur lesquels vous en êtes tous capables, si, même vous, Laurence, je vous assure. On se taquine avec Laurence qui est la chargée de mission handicap et qui fait remarquer dans son travail. J'aime bien la taquiner sur les maths. Mais vous verrez que, plein de fois, vous aurez du mal à répondre à l'exercice, parce que cet exercice a été posé dans un cadre scolaire particulier, où ils auront fait telle leçon, ils auront appris telle méthode, et le prof attend qu'ils appliquent telle méthode. Sauf que si vous avez un élève, qui ne dit pas d'ailleurs, c'est souvent le cas chez les autistes, qui allait beaucoup plus loin, parce que lui, il est vachement intéressé par un truc, il allait beaucoup plus loin, et donc éventuellement, il a d'autres approches pour le faire, et à la fin, soit il ne sait pas répondre, soit il va répondre avec des trucs complètement différents de ce qu'attend le prof, et si le prof est plus ou moins... eh bien, il mettra une mauvaise note. Voilà, c'est une vraie réalité. Mais je pense que c'est justement, il nous amène à nous poser des bonnes questions. Des bonnes questions. Parce qu'une fois qu'on aura mieux formulé nos attentes, eh bien, on aura tout simplement des meilleures réponses de la part de l'ensemble des étudiants. Pas seulement des personnes autistes. Et si on va même encore un cran plus loin sur cet aspect-là d'explicitation, que je trouve extrêmement intéressant, parce qu'on peut le voir en se disant, bon sang, ça va être fatigant. C'est pas faux. Mais qu'est-ce que ça fait progresser? Je vais vous donner juste une anecdote, si vous me permettez. Hein. Il y a un mathématicien très important, dont j'ai la conviction qu'il était autiste, qui s'appelait Alexandre Grothendieck. Alexandre Grothendieck est souvent considéré, j'espère que mon collègue Philippe sera d'accord avec moi, comme le plus grand mathématicien du XXe siècle. En tout cas, c'est comme ça que je le considère. Bon. En tout cas, il a eu avec Eiffels, il a eu tous les honneurs, et il est un des fondateurs du groupe Bourbaki. Le groupe Bourbaki qui a tenté une réécriture complète des mathématiques. Je vous dis ça, c'est pas juste pour vous faire un peu d'histoire des maths, même si c'est toujours une belle opportunité de le faire, mais qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie en réalité qu'ils n'ont pas juste pris pour argent comptant les mathématiques telles qu'elles étaient développées à ce moment-là, ils ont essayé de les réécrire. Et Grothendieck, là-dedans, il essayait en permanence, il avait sa manière d'exprimer les choses. Et dès que les autres exprimaient un truc, il voulait le retraduire dans son langage. Il voulait être sûr d'avoir absolument tout compris, d'être allé le plus loin possible, le plus explicite possible. Ça a donné une œuvre considérable. Donc oui, ça peut être fatigant, mais qu'est-ce que ça peut faire progresser? Et donc, ce qui est important dans le cadre universitaire, pour revenir à votre question, encore une fois,
c'est d'essayer en permanence, quand on est face à des difficultés qu'ils peuvent avoir, d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. S'ils ne répondent pas à une question, ça c'est difficile. S'ils ne répondent pas à une question, est-ce que c'est parce qu'ils ne savent pas comment aborder la question? Est-ce que tout simplement ils n'ont pas compris ce qu'on attendait? Et donc travailler là-dessus. Mais ça va supposer des évolutions et c'est des choses qu'on va essayer de mettre en place dans le cadre du projet. Comment éventuellement on fait varier les formes d'évaluation, parce que ça c'est un des gros soucis qu'on a. Comment, dans le cadre de l'enseignement qu'on fait, on essaye d'avoir des documents qui sont les plus explicites et qui éventuellement peuvent renvoyer à d'autres sources dans lesquelles ils peuvent se retrouver. Et ensuite, en termes d'environnement sur l'enseignement, il y a justement des impacts. Oui, alors bien sûr, vous avez raison. L'hypersensibilité, l'hypersensorialité qui a été évoquée, en particulier l'hyperacousie très très fréquente chez les personnes avec autisme. Mais imaginez un amphi. Un amphi, c'est éventuellement du bruit, c'est éventuellement, y compris des sources lumineuses qui peuvent être gênantes, c'est tout ça. Donc, et puis il n'y a pas que les cours, il y a les à côté des cours. Là, il est 1h10, faisons l'expérience d'aller au restaurant universitaire. Où il va falloir faire la queue, être dans un environnement sonore, etc. Et ça, ce sont des vrais problèmes que vont avoir un certain nombre de personnes qui, par exemple, éventuellement, n'iront pas manger. Prenons un autre exemple que nous, on a à prendre en compte, c'est aussi tous les changements. Ça n'a pas été évoqué jusque-là, mais très souvent, les personnes avec autisme ont beaucoup de difficultés dès que le cadre change. Ils ont des rituels. Et ces rituels les aident vraiment à s'installer et à être bien dans leur vie. Le coût de la salle qui change au dernier moment, du prof qui n'est pas là ou qui arrive avec 10 minutes de retard alors que normalement il est à l'heure, ça peut vous donner plein de choses qui sont effectivement problématiques. J'étais là à 8 h, le prof n'était pas là, normalement il est là, je suis parti. Donc tout ça, c'est des éléments qu'il faut qu'on prenne en compte, là aussi, pour les améliorer. Et là encore, ce qui est vraiment important, c'est qu'à chaque fois qu'on fait des choses pour eux, on améliore les choses pour tout le monde. Vous voyez bien avec les exemples que je viens de vous donner. C'est un plus pour les autres étudiants que d'avoir, par exemple, un niveau d'information qui soit supérieur, etc. Alors, sur ça, je voulais peut-être juste rajouter un petit quelque chose. En ce qui concerne l'hyperacousie, il y a un moyen très simple de la contourner au travail, c'est d'autoriser le salarié à porter des boules caisses ou un casque anti-bruit. Donc là, on voit bien que ce n'est pas sorcier comme méthode, mais ça nous ramène simplement à est-ce que le milieu professionnel dans lequel je suis va accepter que je sois le seul ingénieur ou le seul chef de projet de l'open space à avoir des boules caisses, ou est-ce que ça va faire